Nos finances publiques. On a eu de grandes déclarations hier lors de cette conférence de François Bayrou, pas encore de propositions. Justement, quelles peuvent être les pistes de baisse de dépenses? On se pose la question avec vous. Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour. Directeur de l'OFCE. Le gouvernement est-il sur la bonne piste? En tout cas, le diagnostic, 3 300 milliards de dettes, 113% du PIB, une situation au bord du surendettement. Est-ce que ce diagnostic fait par François Bayrou, il est complet? On dit la vérité là en français cette fois? Alors, on dit la vérité au sens où, oui, la dette, elle est bien de 300 milliards d'euros. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de mensonge. Est-ce que c'est un problème de surendettement ou est-ce que c'est un problème de dérapage des finances publiques en 2024 et en 2025, enfin en 2023 pardon, et en 2024, où les exécutions de déficit ont été bien supérieures à ce qui était prévu? Ou est-ce que c'est un problème d'endettement? Enfin, voilà, on regarde sur le taux d'intérêt pour nous donner un indicateur sur l'endettement. En fait, il a baissé depuis le mois de mars, suite en fait, au chaos induit par Donald Trump. Et la dette française apparaît comme un actif assez attractif. Le taux d'intérêt a perdu à 10 ans 0,3 points, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui montre qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de défiance sur la dette publique aujourd'hui française. Bon, par contre, le fait d'avoir un déficit en 2024 à un peu moins de 6% du PIB, ça c'est problématique, parce que c'est très élevé, c'est plus élevé que nos partenaires, c'est très loin des 3% qui stabilisent la dette. On comprend mal pourquoi on aurait un déficit comme ça alors que la crise énergétique et les boucliers tarifaires sont épuisés, alors que le Covid est derrière nous. Et donc oui, ça laisse apparaître un problème plutôt structurel dans le déficit public français, et donc ça demande de prendre des mesures importantes. Donc je ne dirais pas surendettement au sens, vous voyez, on est au bord de la faillite, on est poussé par les marchés dans une espèce de crise grecque. C'est pas ça en fait le problème de la France. Le problème de la France, c'est vraiment ces 2 années où on a fait bien moins que ce qu'on avait prévu, où on a un déficit qui est élevé et où il ne s'est pas réduit et où il faut essayer de comprendre. On n'a pas eu l'impression de dépenser davantage et pourtant ça s'est vu dans les chiffres et là il va falloir se réduire la ceinture. Il va falloir se bouger, oui, c'est ça, exactement. Il va falloir trouver la solution. Voilà, donc mais ce diagnostic il est quand même important parce que vous voyez, si on veut évacuer la question de faut-il ou pas augmenter les impôts, faut-il baisser les dépenses, en fait, si on regarde dans les raisons de ce dérapage, il y a quand même un petit peu des baisses d'impôts qui ont été consenties et qui n'étaient pas financées. Donc, alors peut-être qu'on veut conserver ces baisses d'impôts, peut-être qu'on veut diminuer nos taux de prélèvement obligatoire, conserver notre compétitivité et stimuler notre compétitivité par ce biais-là. Mais voilà, on a baissé des impôts et on n'a pas mis en face les économies de dépenses. Donc on ne peut pas dire qu'on a trop dépensé, c'est qu'on a baissé trop vite les impôts. Et alors, où trouver les économies sur les dépenses? Quelle piste possible? C'est une réduction de 6% en 5 ans. Si ça doit être équitable, ce sera 45 milliards pour la Sécu, 35 milliards pour l'État et 20 milliards pour les collectivités locales d'ici 2029. Oui, c'est ça. Donc, en gros, pour vraiment à grands traits, il y a 50% des dépenses publiques sur la sécurité sociale, 30% sur l'État, 20% sur les collectivités territoriales. Donc, si on utilise cette clé de répartition sur les 40 milliards ou sur un peu plus, on arrive à ce genre de chiffres. Donc, ça veut dire quand même quelque chose autour de 20 milliards, 20 à 25 milliards à court terme sur la sécurité sociale. Donc là, on a en tête surtout la retraite, en fait. Même si ça va être difficile de dégager 20 milliards d'économies rien que sur la retraite. Mais en tout cas, on voit mal comment on peut échapper à un train d'économie assez important sur la retraite. Comment on peut faire un train d'économie assez important sur la retraite? C'est en décalant le départ de l'âge à la retraite. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres solutions. On pourrait désindexer les pensions. Possible, sur toutes les pensions? Surtout les pensions les plus élevées, mais on est sur quelques milliards dans ce cas-là, donc on est quand même très loin du compte. Voilà, et puis par ailleurs, ça risque d'être quand même très très peu populaire. Donc bon, on va pouvoir, donc peut-être c'est un petit morceau de l'équation. Après, il y a les autres éléments. L'assurance maladie. L'assurance maladie, mais l'assurance maladie, c'est assez compliqué à contrôler. On peut augmenter le reste à charge, on peut... Mais la Cour des comptes a rendu un rapport qui montre qu'il y a quand même plein d'inefficiences et peut-être plein de... Alors, gaspillage. Oui, il y a plein d'inefficiences, mais si on veut vraiment résoudre ces inefficiences, c'est des politiques un peu sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mécanismes pour éviter ces inefficiences, ces gaspillages, et on ne va pas en récolter les fruits tout de suite. Or là, il y a un peu un sentiment d'urgence, et ça peut être d'ailleurs problématique d'imposer
une réduction trop rapide et de ne pas faire des mesures un peu plus en profondeur, un peu plus justes, un peu plus justifiées. Voilà. Bon, après, il reste quand même autour de 12 milliards sur les 40 milliards, 12 milliards sur les dépenses de l'État. Donc ça, c'est les ministères? C'est les ministères, c'est aussi les crédits d'intervention. Donc dans les dépenses de l'État, il n'y a pas que les dépenses pour les ministères, il y a aussi tous les crédits d'intervention, les baisses de charges sur les bas salaires, le crédit d'impôt recherche. Bon, la France a un volume important de crédits d'intervention, près de 4 points de PIB de crédits d'intervention, donc plus de 100 milliards. Voilà, il y a des choses peut-être à aller chercher là-dessus, mais c'est évidemment douloureux et déchirant pour les entreprises qui reçoivent ces dispositifs. Mais on avait évoqué... Oui, et les entreprises ne veulent pas, à la fois qu'on augmente leurs impôts et qu'on baisse également les aides. C'est quand même les aides ou les subventions. Mais bon, quand il y a eu le rapport Bozio-Wasmer l'été dernier, à la fin de l'été dernier, il y avait des pistes de reprofilage du profil des allègements de charges, où on peut gagner quelques milliards d'euros, jusqu'à 5 milliards d'euros sur ce genre de choses, donc ça peut participer à l'équation. Voilà, après, on peut serrer les dépenses de fonctionnement des ministères. Bon. Ça, ce sera dans les lettres de cadrage. On sera fixé le quand d'ailleurs, parce que les lettres de cadrage sont envoyées... Alors, la procédure budgétaire, les lettres de cadrage elles seront envoyées maintenant. Il y a ensuite un certain nombre de conférences gouvernementales pour bien analyser tout ça. Et on doit présenter au Parlement le débat d'orientation budgétaire dans la deuxième partie du mois de juin, voire début juillet, pour présenter en fait les choix. Et ensuite, à partir des avis des assemblées, et en particulier l'Assemblée nationale, de pouvoir préparer le budget qui sera, lui, voté en septembre. Donc la procédure budgétaire, elle correspond à ça aujourd'hui. Les lettres de cadrage, en fait, elles sont envoyées, vont être envoyées, et elles doivent ensuite être négociées. Donc c'est une période généralement intense et tendue. Où chaque ministre fait état de ses envies, de ses besoins et va dans la... Et met sa démission sur la table, et donc on peut avoir quelques drames à l'occasion. Bon, sachant qu'il y a quand même quelques postes de dépenses qui se sont sanctuarisés, donc qui ne baisseront pas, comme par exemple la défense. Qui augmente. Qui augmente, et donc qui fait que ça fait plus d'efforts sur les autres. Puis enfin, il y a la dernière partie de l'équation, qui sont les collectivités territoriales. Alors là, pour les collectivités territoriales, c'est compliqué parce qu'elles ne sont pas très allantes à faire des programmes d'économie. Elles ont une règle d'or, elles ont des stratégies budgétaires, elles ont aussi, pour certaines, reçu des missions par délégation de l'État. Et donc, elles voient mal pourquoi et comment elles pourraient faire des économies. Alors, mais justement, elle n'aime pas être prévenue au dernier moment. Donc le fait qu'on s'y prenne très tôt, ça veut dire quand même qu'on va aller piocher dans ces réserves-là. C'est ça. Et puis par ailleurs, on a aussi quelques rapports de la Cour des comptes sur, par exemple, la fonction publique territoriale, qui pourrait être une source assez importante d'économie. Simplement, par exemple, allégé en termes d'effectifs par le remplacement. Oui, ou en jouant sur le temps de travail, par exemple. On sait que le temps de travail est parfois assez bas dans les collectivités territoriales. Donc en le faisant augmenter et converger vers celui de la fonction publique en général, simplement, là on pourrait gagner sur les effectifs. Alors est-ce qu'on gagne sur les effectifs à court terme, ou est-ce que ça prend quelques années pour produire ces effets? Bon, ça c'est un peu la question, mais voilà. Alors ça va quand même être très, très difficile, et puis il y a une équation politique derrière tout ça, qui est loin d'être résolue, parce que le budget, il faut non seulement l'établir, et ça va être difficile, mais ensuite il faut le voter. Et ça risque d'être très très difficile, voire impossible. C'est-à-dire que on sait d'expérience maintenant qu'il y aura une phase de négociation du budget qui peut être extrêmement rude, dans lequel le Parlement va jouer un rôle très important. Le Parlement, il n'est pas aligné derrière le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, la négociation, elle va être rude, mais c'est plus que rude, ça veut dire que probablement ce qui est mis dans le projet de loi de finances ne sera pas ce qui sera voté. Mais on essaie de rassurer qui, du coup, en faisant beaucoup de bruit comme ça, bien en amont du budget? Ça peut s'adresser aussi aux agences de notation qui, quand même, nous ont souvent mis en garde, aux Français, ou tout simplement. Je pense que, bon, peut-être que dans l'esprit du Premier ministre, c'est important de convaincre les agences de notation, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit là que ce soit notre priorité. La priorité, elle est plutôt, justement,
Enfin, si vous voulez, on a une habitude de procédure budgétaire en France où il y a un parti majoritaire qui vote ce que le gouvernement propose et où les négociations se font en fait un petit peu en chambre. Voilà. Là, on n'est plus du tout dans cette situation et donc on est obligé d'avoir une forme de négociation beaucoup plus ouverte dans laquelle on prend à partie et à témoin tout le monde, les partenaires sociaux, l'opinion publique, les partis politiques, et où on essaye de les mettre face à leurs responsabilités. Et je pense que la vraie intention de François Bayrou, c'est justement que chacun s'exprime pour qu'il n'y ait pas ensuite un jeu politique malsain qui s'installe au Parlement, et que les décisions qui seront prises en toute connaissance de cause, en toute transparence, et dans un processus le plus démocratique possible. Donc, par exemple, impliquer les partenaires sociaux sur la question de la retraite, c'est évidemment quelque chose qui est important. Si jamais les partenaires sociaux sont d'accord sur une réforme de la retraite, le Parlement, quel qu'il soit, ne pourra pas voter contre. Voilà, et c'est peut-être ça ce que François Bayrou... La culture de la négociation, qui n'est pas forcément notre fort. Voilà, mais c'est pas notre fort et on ne sait pas du tout s'il va y arriver. Donc ça, on le saura un peu plus tard dans l'année. Mais c'est peut-être la voie qu'il essaye de prendre. Et donc c'est pour ça qu'il en parle très en amont et de façon très publique, ce qui est un peu inhabituel dans nos habitudes de négociation budgétaire. Changement de méthode. Donc merci beaucoup Xavier Timbaud, donc directeur de l'OFCE. Merci à vous. Merci.